va dire, de l'adéquationnisme en fait de la formation par rapport au marché et à la réponse en fait des besoins à court terme ou des besoins, on va dire, la réponse aux besoins de l'individu, de l'entreprise par rapport à l'individu. Dans le cadre de l'apprentissage aujourd'hui, il y a quand même encore des garde-fous qui sont encore présents avec un temps minimum d'heures, que le certificateur, en tout cas en partie l'éducation nationale, préserve en fait ces matières générales qui, pour nous, en tout cas, je pense qu'autour de la table, on partage tous l'importance de ces matières générales et ce que vous parlez d'humanité pour faire en sorte que l'individu devienne un citoyen et puisse prendre du recul sur ça. Est-ce que c'est pas l'enjeu pour les CFA et les organismes de formation, entre guillemets, de changer entre guillemets les pratiques pédagogiques et donc cette fameuse individualisation pour montrer l'intérêt de ces fameux savoirs humanité pour, entre guillemets, montrer l'intérêt que ça apporte sur du court terme. C'est ce qu'on parlait un petit peu de l'intérêt du court terme pour montrer l'intérêt du savoir et son efficacité pour après apprendre pour apprendre. Parce que là, on est en train d'opposer deux modèles, un modèle français qu'on est en train de changer et un modèle allemand qui fait de l'adéquationnisme depuis des années et qui est en train d'y revenir. Donc là, aujourd'hui, est-ce que l'arme de sauvegarde, on va dire, de ces matières générales qu'on ne veut pas voir disparaître, n'est pas, entre guillemets, la façon de la mettre en place sur le plan pédagogique? On parle dans l'indicateur numéro 13 de la certification d'anticipation des besoins des missions à court terme. Quel est l'intérêt en fait pour l'apprenant d'anticiper en fait les missions que l'entreprise va lui confier sur du court terme? Je ne sais pas ce que vous entendez par l'intérêt de l'apprenant pour le coup, parce que l'apprenant, est-ce qu'il est actif ou est-ce qu'il est passif dans le choix de son parcours? À partir du moment où vous rentrez dans un parcours de formation, on va vous proposer quelque chose, et donc derrière cette proposition de quelque chose, c'est vous qui... est-ce que vous avez le choix de dire oui ou de dire non? A priori, non. À partir du moment où on vous dit que la logique, c'est en fait d'être en adéquation avec les besoins avec les besoins de l'entreprise, mais que dans le même temps, vous, opérateur de formation, vous êtes en charge de délivrer, en fait, de construire un parcours qui conduise vers une certification, c'est comment on arrive à avoir une adéquation entre les deux. Est-ce que, alors là, tout le travail entre le centre de formation et l'entreprise est quand même extrêmement important. Mais je voudrais à cet égard, je suppose que vous avez tous vu passer l'expérimentation sur les contrats de professionnalisation là, qui est en cours et qui va aller pour les 3 ans à venir. Et cette expérimentation, à la fois, elle est intéressante, elle fait froid dans le dos. Pourquoi elle fait le froid dans le dos? Parce qu'en fait, on dit quoi? On dit qu'un organisme de formation, une entreprise, un individu vont ensemble construire un parcours en fonction de compétences qui sont des compétences nécessaires à l'entreprise pour pouvoir répondre à ses besoins. Et on on tire le fil encore plus loin en disant que c'est l'entreprise qui sera jury à la sortie de dire que les compétences sont acquises ou pas acquises. Donc, par rapport à tout ce qui est en train de se mettre en place, jusqu'où on va aller, jusqu'où en fait on aura quand même encore un individu qui aura quelque chose, une certification opposable sur le marché du travail, ou est-ce qu'on aura une foultitude demain d'attestations de compétences délivrées par les entreprises qui certifieront que la personne aura une certification? Alors, je ne voudrais pas faire un parallèle hasardeux avec le livret ouvrier du 19e siècle, mais si on n'y prend pas garde, on peut se retrouver demain avec des personnes qui auront des attestations de compétences acquises dans un cadre déterminé, valorisées par une entreprise, mais extrêmement loin du modèle qui est le modèle aujourd'hui de certification. Et je rappelle que le modèle de certification, il a 2 clés d'entrée, c'est l'utilité sociale et l'utilité économique. Telles que les choses se dessinent aujourd'hui, et si à la fois je suis d'accord qu'il faille à un moment donné tenir compte de la réalité de l'entreprise. Et il est arrivé par le passé, peut-être encore dans certains cas, où certains organismes de formation étaient loin de la réalité des besoins de l'entreprise. Mais à partir du moment où on est dans une logique d'adéquation, parce que c'est quand même un peu ça, le risque est que l'opposabilité sociale d'une certification pour un individu n'existe plus. Et là, pour moi, c'est un risque et c'est une ligne blanche qu'il ne faudra pas franchir. Et comment donc on arrive, qu'est-ce qui, vu que le modèle aujourd'hui fait que le modèle de concurrence, c'est-à-dire de satisfaction des individus, c'est-à-dire
on va dire, acteurs, stagiaires de la formation, c'est-à-dire les jeunes comme les personnes qui vont être formées, et aussi les entreprises qui vont, entre guillemets, choisir, entre guillemets, demain, si vous êtes assez bon ou pas pour continuer à former vos futurs salariés ou vous salariés actuellement. Quelle arme on doit utiliser pour, faire en sorte de répondre et satisfaire l'individu qui est formé, satisfaire l'entreprise en même temps sur ses besoins à court terme, tout en préservant, entre guillemets, cette utilité sociale qu'apporte la formation. Il y a plusieurs temps dans ce qu'on est en train de se dire. Je pense que si on est au niveau de l'entreprise, et la loi le réaffirme, c'est la responsabilité sociale de l'entreprise à l'égard de ses salariés avec l'adaptation au poste et le maintien et l'évolution dans l'emploi. Et y compris dans la loi de 2014 et les lois précédentes, il était écrit que l'objectif est d'avoir un niveau de qualification supérieur à celui dans lequel on était entré dans le marché du travail. Aujourd'hui, si vous regardez un plan de développement de compétences, vous avez 2 niveaux, ce qui est obligatoire, donc l'adaptation au poste, le maintien dans l'emploi, et puis tout ce qui est réglementaire. Et puis vous avez ensuite les actions de formation dites non obligatoires, mais qui sont finalement la stratégie de l'entreprise. Ces actions-là, c'est elles qui vont être jugées dans le bilan au bout de 6 ans, et si l'entreprise ne les a pas remplies, d'avoir une pénalité. Donc derrière, c'est on est effectivement dans une entreprise, il y a une responsabilité sociale charge pour elle de veiller au maintien des compétences de ses salariés. 2, l'entreprise, dans le cadre de sa responsabilité sociale, peut aussi accompagner les salariés, mais dans des projets co-construits, à avoir des certifications reconnues sur le marché du travail et opposables sur le marché du travail. Et c'est ça qui va être important, c'est en fait la capacité à travers des certifications reconnues et l'opposabilité de ces certifications-là, est-ce que l'individu continue à exister socialement et économiquement. Il faudrait vraiment faire attention à ce que l'individu ne soit pas uniquement qu'un individu économique. Et dans tout ce que je lis en ce moment, on n'est plus très nombreux à parler de l'individu avec sa double clé d'entrée. Ça, c'est toutes les questions d'ailleurs des blocs de compétences et notamment des parties de blocs de compétences transverses et puis des niveaux. Notamment, on a certains niveaux qui sont des niveaux souvent infra-bac qui peuvent en effet avoir des difficultés à avoir été évalués ou à être évalués dans une situation. On travaille pas mal notamment sur des CQP en ce sens. Et donc, tout ça, c'est une façon d'écrire et d'élaborer une certification en prenant compte cette dimension qui est une dimension qui peut être une dimension émotivité. Je pense notamment aux personnes les plus éloignées de l'emploi, aux personnes handicapées, sur lesquelles il y a des fois une vraie difficulté à être évaluées. Et donc, il existe tout à fait des dispositifs qui peuvent être écrits dans les référentiels pour répondre à cette, on va dire, à cette question, soit ce qu'on pourrait appeler l'évaluation des soft skills, soit la partie émotivité pour certains collaborateurs qui voudraient, enfin apprenants, on va dire, qui voudraient être évalués dans un certain cas. Mais tout ça est abordé. Et je pense que c'est ça, je pense que le sens de la loi, qui est tout ce qui a été dit par René Bargowski, c'est vraiment cette idée on va d'un point A à un point B et il y a cette individualisation au milieu qui fait que on n'est pas tous pareils. Alors après, il y a quelques contraintes, mais souvent ces contraintes, elles sont liées plus au certificateur ou au dispositif. Par exemple, la loi, elle dit on a la multimodalité, on a tous ces accès, mais en gros, le dispositif, par exemple, d'apprentissage dit oui, mais bon, pour l'instant, c'est au moins 25% d'heures de formation. Voilà, et notamment poussé par les syndicats. C'est ou 450 heures ou 25%. Vous voyez, vous faites le calcul sur 35 heures, c'est pour ça que certains mettent encore cette histoire d'heures, mais c'est simplement parce que ça correspond à ce montant-là. Donc on voit bien que on est dans une période de transition. Voilà, on est dans une période de transition, mais qu'en tout cas, on a, et ça depuis longtemps, on a tous les moyens à disposition pour pouvoir répondre. Et je reviendrai sur l'idée de ces fameux garde-fous qu'il est quand même important de garder en tête. Je pense que la certification et le fait que les branches soient impliquées dans la certification est un premier garde-fou. Ça, c'est déjà un premier… Enfin, on va dire, il y a de la régulation. Quand on dit les branches, c'est derrière aussi le paritarisme. On n'oublie pas, paritarisme, c'est syndicat et patronat de l'autre côté, et il faut s'entendre. C'est pas l'entreprise décide dans son coin. Et je reviens à cette histoire d'expérimentation parce que nous, on l'a regardé également de près.
Et en fait, on a certains OPCO qui ont dit, et certaines branches derrière qui ont dit, ah ben non, nous, on rentre pas dedans. On veut pas parce que justement, on a peur que les entreprises s'approprient le modèle et puis en fassent un vrai modèle. Et donc, on a discuté de ces dispositifs en disant, mais si vous les obligez à bâtir une certification, c'est-à-dire que pendant les 1 ou 2 ans, on bâtit une certification, c'est-à-dire qu'en gros, ce dispositif, il n'est pas simplement pour bricoler dans son coin, mais pour bâtir une certification alors qu'on n'a pas encore les années de promotion. Et là, ça a du sens. Mais les conditions, c'est évidemment analyse du besoin, référentiel de compétences, d'activités, d'évaluation. C'est-à-dire qu'en gros, ce n'est pas un dispositif expérimental vu dans son coin. C'est un dispositif expérimental qui permet justement l'expérimentation dans un cadre d'employabilité, mais d'employabilité d'une manière générale et pas simplement pour une entreprise donnée. Voilà. Donc c'est vrai que on a regardé aussi ce dispositif de prêt, mais qu'on pense que j'appelle ça le paritarisme, hein, les CPNE et les branches ont eu un peu la même réflexion et se sont dit bon, on va regarder ça de près avant de l'ouvrir totalement. Voilà.